Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Ultracosme avec Hypertellurien, un jeu édité en VO par Motocross Machination et traduit par Pattern Recall Cog Edition, donc en français, qui nous est arrivé, je ne sais plus il y a combien de temps, il y a déjà peut-être 2 ans, je crois. Donc en fait, ça se présente sous un petit opuscule 15-21, il y a une 160aine de pages à l'intérieur, une maquette absolument très chouette, avec plein de dessins en fait, de rétro des années 50. Ça tombe bien parce que c'est un peu le thème du jeu, mais ça, je vais vous laisser un peu découvrir ça petit à petit. Donc je vais déjà vous montrer un peu l'intérieur et la maquette un peu générale de la chose. Alors voilà, Hypertellurien, voilà comment ça se présente, hein, comme je vous dis, bon, par rapport à ma main, vous voyez un peu la taille du bouquin. Et donc, alors ça c'est autre chose, que je mets de côté, et je vais vous montrer un peu la maquette générale en fait, de ce bouquin, et après je vais vous en dire plus. Donc en fait, il nous est venu en français par Pattern Recog, hein, une très chouette traduction d'ailleurs, hein, c'est vraiment bien foutu, il n'y a aucun problème sur la traduction. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu l'objet, hein, parce qu'en fait c'est quand même un très bel objet. Hein, là, ça c'est la feuille de personnage par exemple. Vous voyez, on est un peu dans. Alors c'est pas un jeu mainstream, hein, on est un peu dans l'indé, alors je vais pas dire l'OSR parce qu'il y a quand même pas mal de dons, de pouvoirs en fait qui existent. Hein, donc voilà, vous voyez, on a plusieurs les archétypes. Ça c'est ce que vous allez pouvoir jouer. Et si ces dessins quand même assez particulier, que j'aime assez, hein, que j'aime vraiment beaucoup, hein, surtout. Voilà, donc voilà, ça c'est un peu pour la maquette globale hein, d'Hypertellurien. Voilà. Donc voilà, si on peut voir un peu la chose, vous voyez, ça c'est vraiment des dessins très années 50, hein, enfin, moi qui me font penser à ce style de dessin. Alors après, je vais vous dire pourquoi. Par exemple, il y a animé une partie, voilà, conseil aux joueurs. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu la généralité en fait de ce livre. Maintenant, je vais vous en dire plus. Alors, Hypertellurien, ça cause de quoi? Alors, si on prend le titre, c'est Frisson fantastique à travers l'ultracosme. Ça claque déjà, non? Ben, moi je trouve que ça claque. Alors Hypertellurien, je sens déjà qu'il y en a qui me regardent avec un œil un peu circonflexe, un œil un peu circonflexé et se demandent qu'est-ce que c'est, que ça. En fait, le sujet du jeu, c'est la SF. Mais c'est pas la SF en fait moderne, c'est la SF, c'est le futur vu en fait comme on pouvait le voir dans les années 50. Hein. L'exemple immédiat qui vient à l'esprit, par exemple, c'est Flash Gordon, mais c'est pas que ça. Moi, par exemple, je pense à quoi? Je pense au roman d'anticipation des Fleuves Noirs, où on avait l'ordinateur du vaisseau du capitaine Blutch qui crachait des fiches perforées. Il était posé sur une planète avec des vagues de plomb qui arrivaient lentement, très lentement sur lui, presque au ralenti. C'est la SF de ce style. C'est la SF au rayon fulgurant. On ne parle pas encore de pistolets laser. Hein. C'est des pistolets au rayon fulgurant. C'est des épées énergétiques. C'est les extraterrestres avec un œil gigantesque au milieu, ou alors des tentacules extracrâniennes. C'est tout ça la SF des années 50. C'est tricoloré. C'est par exemple, je ne sais pas, c'est le Morlock qui vient de ramasser le pistolet et ses rayons viennent frapper le vampire stellaire qui vient d'apparaître devant lui. C'est ça aussi. C'est que sur la planète Zardine, les oiseaux volent dans un ciel de rose avec des nuages de verre dont les éclats étaient aussi magnifiques que mortels. C'est tout ça en fait la SF des années 50. L'Ultracosme en fait c'est ça. C'est l'ensemble des mondes que vont parcourir les personnages, des mondes qui n'ont pas forcément de liens entre eux, d'ailleurs en fait souvent ils n'en ont pas en fait. Moi je trouve ça assez génial. On va voyager de cosme en cosme, on va emprunter des vortex dyslaciques, des portails ultra quantiques.
tout ce que vous voulez, c'est vrai, on va dans ce genre de choses, quoi. Alors maintenant, oui, effectivement, le livre ne va pas vous donner en détail, hein, comme je disais, il fait 160 pages, il ne va pas vous donner en détail, en fait, tous les tel ou tel univers, tel ou tel NPC. En fait, Hypertellurien, c'est un jeu qui se mérite. C'est un jeu qui se mérite à la fois pour le maître de jeu et pour les joueurs, parce qu'il se mérite à la fois avec l'imagination, et à la fois l'imagination des joueurs et du maître de jeu. Voilà, ça, c'est, enfin voilà, les affiches, à quoi ça pourrait, chaque affiche pourrait faire penser à un cosme d'Hypertellurien. Alors maintenant, je vais vous parler des ultranautes. Alors qu'est-ce que c'est un ultranaute? En fait, l'ultranaute, c'est votre personnage qui doit voyager de ces cosmes en cosmes, de ces univers en univers. En fait, à la création de votre personnage dans Hypertellurien, vous avez un archétype à choisir, en fait, parmi cinq proposés. Alors là, par contre, on tape dans l'exotisme, hein. Le premier, c'est l'alien. C'est une créature extraterrestre qui a une morphologie humaine ou pas. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Vous pouvez ressembler à un humain, mais vos mœurs ne seront pas des mœurs humaines, vos envies n'ont rien à voir avec un humain. Bref, ça c'est l'alien. Vous avez l'Altesse. Alors l'Altesse, c'est un peu c'est le personnage de pouvoir. On pensera immédiatement à l'empereur Ming de Mongo, par exemple, le roi de Dranatos ou d'autres. On a le personnage artificiel. Alors ça peut être une IA qui est dans un bocal tenu par un monstre, par un personnage difforme. Ça peut être un ordinateur ultra développé. Par exemple, Prometheus, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Ça peut être quoi? Ça peut être un androïde parfait, ça peut... voilà, donc ça, on a l'artificiel en troisième archétype. En quatrième archétype, on a la bête. Alors la bête, ça peut être un change-forme, mais ça peut être aussi comme dans La Belle et la Bête, par exemple. On a le revenant. Alors le revenant, pourquoi avez-vous quitté votre tombe? Vous allez nous le dire certainement. Et enfin, le dernier, nous avons l'ultranaute. Alors l'ultranaute, c'est le capitaine Killian et son vaisseau d'exploration, ou alors le professeur Folamour, pourquoi pas, voilà. Alors vous aurez compris à ma description, c'est que les archétypes en fait sont vraiment très divers, hein. Il va falloir se creuser la tête pour mélanger un peu tout ce monde, ou pas d'ailleurs, ou pas, parce que finalement la cohérence, c'est pas franchement ce qu'on cherche dans Hypertellurien. Hypertellurien, on cherche l'exotisme, l'aventure, voilà, c'est ça. Alors ces archétypes en théorie, couvre à peu près toutes vos envies. Hein, parce qu'au sein de chaque archétype, vous allez devoir développer en fait ce qu'on appelle dans Hypertellurien un concept. On verra ça après. Et le concept va permettre en fait de préciser le personnage pour de bon, hein, au sein de cette idée générale qu'est l'archétype. D'ailleurs, en fait, le livre, pour chaque archétype, propose 3 concepts différents. Mais les joueurs sont fortement incités à aller en créer eux-mêmes et à laisser cours à leur imagination débridée. Je vais vous montrer sur le bouquin la partie archétype et les différentes possibilités que vous laisse Hypertellurien. Tout de suite. Alors, les archétypes. Signé. Et voilà. Vraiment à toute la partie archétype du bouquin. Donc le premier qu'on présente, c'est l'alien. Vous voyez, donc l'alien, on vous explique, vous êtes, alors à chaque fois on a une petite description en fait, hein, pour l'archétype présenté. Donc vous venez d'une autre planète ou d'un autre monde, doté d'une physiologie très inhabituelle. Vous pouvez sembler vaguement humain ou pas. Les pouvoirs de l'alien, parce qu'en fait, effectivement, à chaque archétype est associé des pouvoirs. Je vais vous en parler. Donc les pouvoirs de l'alien, à manipuler la matière, à interagir avec le monde de façon intéressante. Alors là, l'archétype. Voilà. Donc en fait, les concepts. Voilà, ce qu'on appelle les concepts, c'est des précisions en fait sur l'archétype. Là, par exemple, créature aquatique, IA incarnée ou prométhéen. Donc à chaque fois, on vous propose en fait 3 concepts pour chaque archétype. Donc là, par exemple, la créature aquatique, un être aquatique à la recherche de nouvelles planètes habitables pour son espèce, par exemple. Donc on vous donne les aptitudes, la motivation, etc., les pouvoirs, pour vous mettre en fait dans le concept de cette créature aquatique. Pareil, alors pour l'IA incarnée, le prométhéen.
Voilà. Donc en fait, on vous donne 3 exemples pour préciser, mais on vous dit clairement, faites votre concept vous-même, parce que ce sera le plus intéressant, forcément. Donc après, nous avons des pouvoirs de départ. Alors là, ça va être le même pour tous les personnages issus de l'archétype alien. Donc par exemple, égaliser les chances, ou phase qui vous permet de modifier la densité de vos molécules pour passer à travers des objets physiques. Ensuite, nous avons des pouvoirs mineurs, ça parce qu'en fait, chaque archétype a des pouvoirs mineurs. Vous allez en choisir un ou deux, je ne sais plus, au départ, et vous pouvez en gagner dans votre progression de personnage. Alors là, nous avons des trucs, manifester le Bifrost, alors il y a des trucs un peu délirants, hein. Manifester le Bifrost, c'est vous allez faire le pont, le fameux pont qui relie Asgard à d'autres mondes, par exemple. Vous pouvez avoir un sang acide, vous saurez tout de suite à quoi on fait référence, des sports de sommeil, etc., etc. Après, vous avez des pouvoirs moyens, et en fait, des pouvoirs majeurs. Hein, pouvoir majeur, xénomorphe par exemple, ou faire un avec les sports. Je ne vais pas tous vous les lire parce qu'en fait ils sont quand même assez dingues, hein, en fait, hein, assez dingues. Alors là, l'Altesse, comme je disais, un personnage de pouvoir, hein, l'empereur Ming par exemple, et donc pareil, donc un concept, donc une reine en exil, un génie sans lampe, hein, de nature intemporelle et magique. Alors, vous voyez, on n'a rien à voir avec la reine en exil, et puis un génie en fait qui est sorti d'une lampe mais qui n'a pas de lampe. Un chef de guerre vétéran, par exemple. Donc, comme je disais, après vous pouvez avoir un empereur sur une planète. Je pensais à l'empereur Ming, hein, sur la planète Mongo. Vous pouvez développer à partir d'un certain archétype en fait un tas de concepts différents. Par contre, effectivement, à chaque fois, donc, comme l'autre, vous avez les pouvoirs de départ, les pouvoirs mineurs, hein, accorder une faveur, par exemple, dans ce cas-là, les pouvoirs moyens, et enfin, les pouvoirs majeurs. Ouais, vous avez les touchés terribles de Midas, hein, par exemple. Hein, voilà. Mais c'est pareil, hein, les pouvoirs c'est pas une Bible qui vous dit il y a ça qui existe et il n'y a plus rien. Ce sera à vous, effectivement, aux joueurs, avec le maître de jeu, effectivement, d'en développer éventuellement des autres. L'artificiel, donc l'artificiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être une IA, ça peut être voilà, un golem de chair, ça peut être un androïde parfait, un médecin mécanique, ça peut vraiment être n'importe quoi, ça peut... je sais pas, ça peut être le géant de fer, par exemple, etc., etc. Donc toujours pareil, les pouvoirs différents, et on arrive à l'archétype suivant, la bête. Donc voilà, la bête, change forme, Madame Gnoll, le centaure savant. Oui, on tape quand même dans c'est du haut en couleur, hein, qu'on peut dire. Hein. C'est ça, en fait, qui fait Hypertellurien. Le Revenant, alors le Revenant, les 3 exemples, par exemple, le vampire aristocratique, le mort-vivant noyé, le garde-squelette, et après, vous pouvez en inventer autant que votre imagination vous l'emmènera. L'ultranaute, c'est ce que je disais, donc ça c'est vraiment le pilote spatial, par exemple, la femme fatale totalitaire et occulte, la fille magique. Vous voyez, entre la femme fatale et le pilote spatial, on est quand même dans des personnages quand même totalement différents, mais en fait, on raccroche à l'archétype, en fait, de l'ultranaute. Avec, comme les autres, hein, les pouvoirs de départ, moyens, etc., etc. Voilà, donc voilà un peu pour les différents archétypes, et je ne sais pas si vous commencez un peu à cerner un peu plus le concept du jeu. Alors je continue en fait sur l'ultranaute, hein, donc votre personnage, et en le développant un peu plus, histoire de vous montrer un peu à quoi il correspond. Donc en fait l'ultranaute est défini par ce qu'on appelle 3 aptitudes, on va dire les caractéristiques. Hein. C'est la force, l'agilité et l'esprit. Vous choisissez également une motivation, hein, bon ça c'est roleplay, hein, qu'est-ce qui anime votre personnage. Chaque archétype, comme je vous ai montré, vous donne accès à 2 pouvoirs associés à cet archétype. Ils sont très typés, hein, voilà. Et vous avez également une faiblesse à choisir. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Sensibilité au fer, à l'acier, impossible de respirer autre chose que du méthane, par exemple. Enfin, bon, un tas de choses comme ça. Et après, ensuite, vous avez accès à la création de votre personnage à 2 pouvoirs mineurs. Donc ces 2 pouvoirs mineurs qui sont liés également, en fait,
à chaque archétype, comme on a pu le voir en fait dans ma petite présentation. Alors, vous avez une liste de pouvoirs hein, aussi qui est proposée, genre bioluminescent, chirurgien amateur. Là aussi, vous pouvez en inventer, tout est possible, effectivement. Quoi dire d'autre? En gros, pour le perso, c'est à peu près tout. Hein. C'est à vous d'emmener votre idée de création de votre personnage, c'est à vous d'amener votre concept de personnage. Ça peut être très simple, ça peut être très compliqué, c'est selon vos envies, et vous en discutez avec le maître de jeu, et puis vous allez obtenir en fait votre ultranaute. Alors je vais vous parler un peu du système de jeu, hein, ça va être très rapide. En fait, comme je disais, vous avez 3 aptitudes, et la valeur de ces aptitudes en fait varie de 5 à 15. Pour réussir une action, ça va être, vous allez lancer un dé 20, plus la valeur de l'aptitude associée, hein, donc une des 3 que je viens vous citer, et vous allez soustraire 10. Donc en gros, c'est simple. Chaque point d'aptitude au-dessus de 10, ça vous donne un bonus. Chaque point en dessous, ça vous donne un malus. Par exemple, si vous avez 15 quelque part, vous avez plus 5 à votre dé. Si vous avez 7, vous avez moins 3. Et donc un des 20, plus ce que je viens de vous dire, et il faut battre un seuil de difficulté imposé par le MJ. C'est tout à fait classique, très simple. Hein, on n'est pas dans un jeu à système, hein, on est dans un jeu à ambiance. Hein. Voilà. Pour les combats, en gros, c'est pareil, sauf que en fait, c'est la valeur de défense de votre adversaire que vous allez devoir surclasser. Alors, 2 mots sur les dégâts, parce que c'est assez rigolo. Enfin, assez rigolo. En fait, vous n'avez pas de points de vie. Hein. Les dégâts, vous les prenez directement sur vos aptitudes. Quand les points de dégâts dépassent une aptitude, vous allez tirer un traumatisme. Alors, c'est une sorte de table de critique, hein, si vous préférez, qui est donc la première est un peu plus light. Hein. Et la deuxième, par contre, si vous dépassez 2 aptitudes dans les dégâts, en fait, vous prenez des dégâts supérieurs à 2 aptitudes, dans ce cas-là, c'est mal, parce que vous allez tirer un traumatisme critique. Et puis là, on a des trucs rigolos, rigolo. Genre, vous allez pouvoir être désarmé, bon, ça vous allez me dire, ouais, bof. Mais votre personnage peut aussi exploser. Et oui, c'est votre adversaire, il n'est pas prévu ça. Voilà, donc c'est assez rigolo, moi j'aime bien, ça donne un truc assez très particulier à le jeu, Ah oui, j'ai oublié autre chose, oui, parce qu'en fait, vous allez pouvoir aussi vous allez pouvoir ajouter des effets de pouvoir, vous allez pouvoir rajouter, en fait, vous allez pouvoir faire des merveilles, des actions merveilleuses avec des merveilles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Alors, c'est simple, en fait, le groupe va gagner, en fait, des merveilles en fonction de l'aventure donnée par le MJ, simplement pour trouver un objet, aller dans un lieu, une action qui lui plaît bien, etc., etc. Et en fait, ces merveilles vont être amenées à être dépensées par l'équipe pour faire des actions merveilleuses, hein, relancer un dé, avoir des bonus, etc. Ce que vous voulez, hein, grosso modo. Et à la fin de la session, on va non pas calculer le nombre de merveilles que vous avez gagnées pour déterminer un peu l'expérience, on compte les merveilles que vous avez dépensées. Du coup, je trouve que ça, c'est extrêmement bien vu, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que ça va permettre, ça va obliger plus ou moins les joueurs, quand même, à dépenser ces merveilles et à faire des actions extraordinaires. Et en fonction du nombre de merveilles que vous avez dépensées, en fait, vous allez pouvoir gagner les... Alors, on s'en fout hein, de qui l'a dépensé hein, sur la table, ça, c'est commun. Et du coup, en fonction du nombre de merveilles dépensées, vous allez pouvoir gagner des pouvoirs mineurs, majeurs ou autres. Pour faire évoluer votre personnage. En gros, et pour le système, là, on a fait le tour. Je vais vous feuilleter un peu le système, histoire que... Et puis on se retrouve après. Alors, pour revenir un peu sur tout ce qu'on vient de voir, donc voilà. Pour la création du personnage, je vais vous montrer la création d'un personnage de A à Z. Et voilà, c'est tout. Choisissez un archétype, vous notez les 2 pouvoirs de départ, vous déterminez les scores des aptitudes, hein, avec une des méthodes suivantes, voilà. Donc rapide, vous avez attribué comme vous le souhaitez les valeurs 9, 10 ou 13, ou alors vous répartissez 32 points, ou alors vous lancez des dés. Voilà, vous allez attribuer un point d'affinité dans l'aptitude que vous souhaitez. Ça, j'en ai pas parlé, pour se rentrer un peu dans les détails, c'est peut-être pas très utile. Vous choisissez
une motivation qui, elle, va vous donner un objet de départ. Vous choisissez une faiblesse, rationnelle ou irrationnelle, c'est un élément d'interprétation. Vous ajoutez des vêtements ou des emplacements de bourse contenant 50 pièces d'or et 2 objets pertinents pour votre personnage à convenir avec le maître de jeu. Et en gros, vous lui donnez un nom et voilà, vous avez fait votre perso, ça va. Hein, c'est rapide. Alors les motivations, il y a quelques exemples. Motivation, on va avoir exploration. Ça va vous donner l'objet boussole étrange, vous allez avoir la foi. Ça va vous donner une relique sainte. Vous avez la justice, par exemple, une arme brutale ou atroce, d'ailleurs, un sac d'aumône, etc. Donc, justice, loyauté, pouvoir, richesse, savoir interdit, vengeance, tout ça, ce sont des motivations proposées au départ. La progression, ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà le nombre, un tableau avec les merveilles dépensées, vous en obtenez 10, 20, 30, etc. Et vous avez les progrès obtenus, en fait. Et donc les progrès, un progrès mineur, ou un progrès moyen, ou un progrès majeur. Progrès mineur, ça va permettre d'augmenter les aptitudes, de gagner un point d'affinité, de gagner des points de réserve, etc. Un pouvoir d'archétype mineur, ou alors un nouveau pouvoir du cosmos. Ça, j'en ai pas parlé des pouvoirs du cosmos. Ah si, j'en ai un peu parlé. En fait, c'est pas des pouvoirs d'archétype, mais c'est un peu des pouvoirs, c'est des pouvoirs ouverts à tous les archétypes. Voilà, alors... On arrive dans le chapitre jouer, donc ça c'est vraiment le système. On vous remonte la feuille de personnage. Là, ça va pas être très lisible à la caméra, je suis désolé. Le mécanisme de résolution, c'est ce que je viens de vous dire. C'est là que vous avez les merveilles, donc les actions merveilleuses martiales. Vous allez pouvoir charger, porter un coup brutal, viser. Alors elles ont chacun un coup. Celle-là, c'est entre ces 2 merveilles. Et après, vous avez les actions merveilleuses générales, adaptation. Alors vous en avez une, par exemple, c'est rappel mémoriel. Souvenez-vous et racontez une expérience extraordinaire. Testez votre prochaine action effectuée dans le cadre du rappel mémoriel avec un avantage. Et ça vous coûte 3 merveilles à dépenser. Les succès et les échecs critiques, ça c'est le 1 et le 20. Le combat, c'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc là, le combat, on a les traumatismes physiques. Voilà, ça commence par bye bye bébé. Vous venez de perdre un doigt, par exemple, ou un orteil, ou tout autre appendice qui reste coupé sans une improvisation rapide de type recollage. Voilà, donc voilà, et vous avez donc les traumatismes psychiques, donc ça c'est pareil, et après vous avez les traumatismes critiques. Ça va de un sort pire que la mort, vous êtes relocalisé de façon permanente dans une autre dimension. Voilà. Voilà. Donc en gros, vous avez fait le tour du système, vous voyez, c'est très très light. Et encore, je ne vous ai pas parlé des affinités, par exemple, qui vous permettent de résister à un certain type de dégâts et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc je vais montrer les... voilà, ça c'est les pouvoirs du cosme. Donc voilà, les pouvoirs du cosme, en fait, c'est donc les pouvoirs, comme je disais tout à l'heure, que vous pouvez gagner en augmentant votre personnage, en gagnant des merveilles, en dépensant des merveilles, excusez-moi. Donc vous avez les pouvoirs mineurs à choisir, et puis vous pouvez en inventer d'autres, combat en phalange, chirurgien amateur, doigt agile. Alors là, ils sont classés effectivement par puissance, on va dire. Livre de sort du scribe, main rapide, négociateur né, et vous pouvez terminer jusqu'à... voilà, alors pouvoir majeur, demeure principale, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref. Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez... demeure principale, c'est que vous avez effectivement une maison, c'est son château, c'est là où il vit, quoi, par exemple. Donc ça, c'est un pouvoir majeur. Voilà, donc les équipements, on voit un peu de tout, on trouve un peu de tout, des armes légères, des armes moyennes, des armes lourdes, du bouclier énergétique, et donc avec des qualifications d'armes. Voilà, là vous avez quelques armes lourdes par exemple. Et ça c'est les objets, effectivement, donc on vous donne des exemples. Après, comme c'est un guide en fait, le hypertellurien, c'est pas une règle précise et complète et exhaustive. Voilà, pour le système, c'est relativement court. Alors, comme vous avez pu le voir, en fait, Hypertellurien ne va pas vous donner de setting. Vous n'avez pas trouvé de setting tout fait dans Hypertellurien. Vous avez trouvé un chapitre, par contre, de conseils, comment mener une partie destinée au maître de jeu. Alors, parmi ces conseils, on a
Ne pas peur d'inventer des mots, par exemple. Hein. Alors, par exemple, donc hypertellurien, ultranote, hein, tout ça, c'est des mots inventés. Mais aussi également ceux issus de votre propre imagination. Je ne sais pas, le Chardac de Trilem 4, les transmalotes, les déstabilisateurs, l'ordinateur baryolique, en fait, ce que vous voulez, vous voyez, ce genre de choses. On trouvait beaucoup ça, en fait, dans la SF, avec des termes un peu grandiloquents et absolument non expliqués, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. C'est juste pour l'ambiance. Voilà. Vous avez aussi des idées pour créer des aventures, des PNJ. Vous avez les objets, et on a même des sortilèges, en fait. Hein. Vos personnages peuvent éventuellement tomber sur des sortilèges dans les différents cosmes explorés. Hein. Tomber sur une tour de sorcier au milieu du champ d'astéroïdes de Gamma 26. Voilà, pourquoi pas, c'est une possibilité. Alors par contre, on a quand même un scénario hein, qui est très vernien. Hein, c'est un peu un vaisseau à la Jules Verne qui va aller explorer une lune. Ça donne vraiment une bonne approche en fait de ce que peut être une session d'hypertellurien. Il a ses étapes de rencontres aléatoires hein, qui donnent pas mal de fun. Des PNJ ou en couleur. Etc. Je vais vous le montrer très rapidement avec une mention spéciale, effectivement, vous allez voir sur la fiche en fait, du vaisseau de ce scénario. Alors, je reviens avec vous sur les différents chapitres de conseils. Donc, dans un premier, en fait, sur les conseils aux joueurs. Et en fait, le conseil aux joueurs, il commence par « Il n'incombe pas au MJ seul de faire en sorte que le jeu soit intéressant et amusant. » La réussite des parties est la responsabilité de tous, joueurs et MJ. Et oui, ça, le maître de jeu n'est pas forcément qu'un conteur. Les personnages ont aussi leur histoire à raconter. Donc là, on vous donne différents conseils, hein, l'appel de l'aventure, l'adhésion au cadre et au ton du jeu. Ça, c'est important dans Hypertellurien. Hein. Je pense vraiment qu'il faut dire aux joueurs dans quoi ils vont s'engager et qu'est-ce que vous avez l'intention de leur maîtriser et que c'est pas un jeu un peu comme les autres. Animer une partie, vous voyez, donc animer une partie, donc là vous allez avoir créativité du joueur, hein, favoriser la créativité du joueur, comment attribuer en fait les merveilles et la progression, hein, ça donne quelques cadres là-dessus, les récompenses quoi donner, création de personnages non joueurs et de monstres, là donc on vous donne des conseils pour créer vos PNJ, d'ailleurs on en donne quelques-uns, hein, Comtesse Elisabeth Bathory, Johan Thorne qui est un tenancier, des exemples de monstres, la créature du lagon, vous savez je pense à quoi cela fait référence, si vous ne savez pas regardez parce que on est vraiment dans Hypertellurien, c'était le premier film en 3D hein, si je me rappelle bien, ou un des premiers. Voilà. Vous avez quoi? Vous avez créé des sorts, on vous donne des cadres en fait pour créer ces sorts, pour créer des rituels intéressants, etc. Brasser de l'air par exemple. Voilà. Des exemples d'objets. Donc on vous donne, vous n'êtes quand même pas perdu en tant que MJ, on vous accompagne quand même là-dedans. Qu'est-ce qu'on vous donne voilà, conseil au MJ, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans dites oui, hein, rien n'est décourageant pour un joueur de lui dire non, dites-lui oui à ce qu'il veut faire, et puis après, bah, vous adapterez en fonction votre scénario ou vos réponses, mais encouragez le joueur. Et là, vous avez donc le merveilleux voyage sur la Lune Viridien, qui est le scénario, en fait, d'Hypertellurien, fourni dans ce livre. J'allais dire livre de base, mais en fait ce livre tout court, parce qu'en fait il n'y a que ça dans cette gamme. Et voici en fait la fiche que je vous disais tout à l'heure, on est très dans une inspiration, là de moi ça me fait penser vraiment à du Jules Verne, ça par exemple cette vaisseau avec ces deux ballons qui va voyager dans l'éther, avec ces deux ballons gonflables. Donc je vais pas le feuilleter, hein, ça c'est juste l'intro, hein, donc il n'y a pas de spoil là-dessus. Voilà, donc là vous avez un scénario, vous voyez, il y a quand même toute la description du vaisseau, et puis on a un petit scénario quand même assez complet. Vous voyez, on est là par exemple, hein, là on est pile poil dans les dessins de cette SF que le jeu veut tenter de reproduire.
les feuilles de personnages et les fiches d'aide. Alors là, vous avez feuilles de personnages ici. Alors, sur le site de Pattern, vous pouvez en télécharger, hein, pour éviter de, si vous ne voulez pas photocopier celle-ci. Vous en avez une autre en noir et blanc qui est certainement un peu plus lisible que celle-ci, enfin moi je trouve. Donc vous voyez, là vous avez force, agilité, esprit, l'équipement qui se retrouve ici, et les différents pouvoirs, le concept, les traumatismes pris, et en gros, c'est tout. Vous avez fait le tour de la feuille de personnage. Hein. Voilà, donc un glossaire à la fin, des qualificatifs, des listes de pouvoirs. Et enfin, l'appendice N, pour un petit clin d'œil, les sources d'inspiration. Hein, donc voilà, vous avez les sources d'inspiration qui sont ici, pourquoi le jeu a été créé, et en fait, comment est venue l'idée de ce jeu à l'auteur. Voilà, donc bah, c'est tout. Je suis arrivé au bout. Eh ben, retournons à ma petite conclusion du coup. Bon ben voilà, alors on va arriver à ma conclusion. Alors Hypertellurien, c'est pas un bel objet, c'est un très bel objet. C'est un bouquin attachant. Enfin moi j'étais assez conquis. Alors c'est avant tout un jeu de créativité, hein. Comme j'ai pu vous le laisser voir dans la vidéo, on vous donne. C'est pas un jeu clé en main, hein. C'est un jeu en fait on vous donne les briques pour stimuler votre imagination, pour stimuler l'imagination des joueurs. C'est de la SF rétro-futuriste. Alors elle n'est pas forcément connue de tous, hein, c'est les années 50, hein. Et Hypertellurien va juste donner les codes, hein, comme je disais. Alors parfois ça part dans tous les sens, hein, mais en fait, je pense que ça vaut le coup. L'univers jouable est immense, hein, ça va des films de Méliès, pourquoi pas, à Flash Gordon, en passant par en fait, tous les petits bouquins, les petits romans qu'il pouvait y avoir à une époque, on aurait pu qualifier de romans de gare, aux titres, en fait, les différents titres qui faisaient voyager l'imagination. Enfin, moi, j'en ai jamais trop lu, mais en fait, à l'époque, quand j'allais au bureau de tabac, il y en avait encore pas mal, et je voyais les titres, et c'était assez... Enfin, moi, personnellement, ça me faisait voyager mon imagination. Alors j'en avais noté quelques-uns, hein. On avait le temple du passé, la révolte des Trifides, piège dans l'espace, la grande épouvante, la planète glacée, la femme qui mesurait 50 pieds. Alors chacun de ces romans, tous ces romans-là sont effectivement des sources d'inspiration pour Hypertellurien. Chacun en fait est un cosme, comme c'est décrit en fait, enfin pas décrit, comme c'est dit en fait dans Hypertellurien. Pour moi, chacun de ces trucs est un univers à part entière, où vous allez peut-être jouer une fois dedans, deux fois, et puis on va passer à un autre à travers des portails quantiques ou ce que vous voulez. Alors si à la fin de votre lecture, vous êtes quand même un peu paumé, comme je disais, c'est le gros avantage d'un Hypertellurien, c'est qu'on vous donne un scénario qui est vraiment bien fichu, hein, comme je disais tout à l'heure, je ne m'en suis pas attardé dessus, mais sachez qu'il est bien fichu, et qui nous donne quand même une bonne idée de ce que est Hypertellurien, de ce que vous allez pouvoir en attendre. Personnellement, j'ai été conquis, hein, conquis par ce petit bouquin qui est pas très cher, il vaut 25 balles, hein, par rapport à ce qu'il propose, c'est pas grand chose. Et je suis vraiment impressionné en fait qu'une boîte française nous ait permis effectivement d'avoir la traduction d'un jeu comme ça qui est très très loin des courants mainstream, hein, des gros jeux qui écrasent la scène rôliste. C'est un pari osé, mais tellement rafraîchissant et que je ne peux que saluer cette initiative. Donc je conclurai en remerciant Pattern Recog de nous avoir emmené cette traduction de ce jeu inspirant qui sort des sentiers battus. Et en fait tout ça c'est un beau voyage. C'est vraiment un beau voyage. Je vous invite à le lire, hein, ça ne plaira peut-être pas forcément à tout le monde, hein, parce que voilà. Mais enfin en tout cas ça sort quand même des propositions habituelles. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Hypertellurien aujourd'hui. Alors, il y a le reste de la gamme, en fait, le blas. Hein, parce que la gamme, je ne dois pas raconter de conneries, non, la gamme, en fait, c'est le bouquin je vais dire de base, non, c'est le bouquin de règles, et je crois qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, c'était Hypertellurien, donc en fait, comme d'habitude, hein, si ma vidéo vous a
a eu le plaisir, a eu le mérite de vous faire passer un bon moment et de vous présenter ce livre, bah écoutez, dans ce cas-là, un petit like, un petit abonnement. Merci beaucoup et à bientôt.